Oscar Lalo, je suis très heureux de vous retrouver après 3 ou 4 ans. Le moment où nous étions vus pour la première fois était à l'occasion de la sortie des Contes des Fées, qui était votre premier roman. Et nous nous retrouvons maintenant, et je m'en réjouis, à l'occasion de la parution de La Race des orphelins, toujours chez le même éditeur Belfond. Alors c'est un roman qui est bouleversant à plus d'un titre, il l'est profondément au titre de l'histoire qu'il raconte, au titre de la manière dont ce roman est écrit et au titre de son personnage principal, Hildegarde Müller, que vous avez choisi d'utiliser pour raconter, aborder un sujet qu'on aborde relativement rarement de manière aussi profonde et aussi intense que le roman peut le permettre, c'est la création par Himmler dès 1936 des Lebensborn, ce qui se traduit littéralement par fontaine de vie, mais qui en réalité étaient des institutions dans lesquelles, dans la folie nazie, le régime souhaitait créer une race pure en proposant à des soldats SS la possibilité littéralement de faire des enfants avec des femmes considérées comme ariennes. Alors voilà pour la thématique, pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre. Alors ma première question porte sur comment est né le projet de vous aventurer dans une exploration d'un univers comme celui-là, d'une histoire comme celle-là. Étant écrivain vous-même, je pense que vous n'ignorez pas, je ne pense pas que ce me soit propre, que parfois les sujets nous choisissent plus qu'on les choisit. Il y a des affinités électives, et puis on fait la rencontre d'un personnage qui, qui devient nôtre, c'est-à-dire qui devient quelqu'un auquel on s'attache. Et je me suis attaché, je n'ai je n'ai pas la télévision, je ne regarde pas la télévision. J'ai peu de connexion avec l'agitation extérieure, j'ai envie de dire. Je me suis forcé à m'abonner au Temps, parce que c'est un journal où on avait commis un article, c'est un journal de qualité, et même ça, je pense, je vais arrêter mon abonnement, puisque c'est moins profond que Bossuet, que, que quiconque, finalement, et je m'aperçois que le temps passé, et qui nous est compté, et comme disait Sénèque, qu'on dépense vraiment de façon un peu légère. Euh, voilà, et donc, Pour ceux qui nous écoutent, je préciserai que le temps auquel vous faites allusion est un quotidien suisse, puisque oui, vous pardon. vivez en Suisse. Voilà, c'est l'équivalent du soir et du monde. Enfin, c'est un quotidien de qualité. Mais ça n'en reste pas moins superficiel. Bien sûr, mais c'est pour ça que je précisais que c'était un quotidien et que ce n'était pas Absolument. Absolument. un Oui, ouvrage philosophique. Voilà. absolument. Et pourquoi pas s'abonner au temps, ça serait Voilà. intéressant. Et, euh, et puis, Mais donc, si je peux embrayer, peut-être que c'est donc le personnage qui vous a choisi, alors peut-être. non, non, enfin, oui, oui et non. C'est-à-dire que je pense que je passais chez un ami et qui avait Arte, c'est un vague souvenir, et que j'ai vu le générique de fin d'une émission probablement sur les Lebensborn que je n'ai jamais retrouvé. Sinon, j'avais écrit un chapitre et où on voyait des petites têtes blondes entre 2 mois et 4 ans parquées par centaines sur un bateau qui partait de Norvège vers l'Australie. La Norvège ayant fait un accord avec l'Australie comme si elle leur envoyait les bagnards. Et, euh, et ça m'avait marqué. Et je ne savais rien de tout ça. J'avais plus ou moins perçu. Et des pages sont sorties. Je les ai écrites, je les ai mises de côté. J'en ai plein, là, si je vous montrer. J'ai ce que j'appelle mes départs de feu. Des histoires qui s'écrivent. Tiens, boum, tout d'un coup, je rencontre quelqu'un dans ma pure, enfin, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une pauvre femme au supermarché qui est en train d'être à la caisse devant moi et à laquelle j'imagine une vie conjugale qui n'est certainement pas la sienne, mais voilà, des détails ici ou là me taquinent la muse, on va dire.
c'est une belle expression, celle que vous avez utilisée, le départ de feu. C'est vrai que Oui. c'est vraiment cette fulgurance-là que l'on C'est ça. Et ce retrouve sont des dans... fulgurances. Alors voilà. Et effectivement, et j'ai toujours, comme vous le savez peut-être, j'ai écrit des chansons pendant longtemps, et j'ai écrit beaucoup de textes de chansons depuis un très jeune âge. Et mes chansons s'écrivaient en 10 minutes. Quand je les retrouve, je retrouve des brouillons, je suis assez ému et stupéfait. Elles n'ont pas de rature. Et ce qui ne veut pas dire que ce soit une marque de qualité. C'est juste comme ça que c'est mon algorithme propre. Brassens mettait 6 mois à écrire une chanson et ce sont les plus belles chansons qui soient. Mais il faut aussi respecter son modus operandi, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose chez moi dans la spontanéité et dans la musicalité des mots qui fait que je suis justement, voilà, on va revenir au cœur du sujet, je suis scribe. C'est-à-dire que je suis là, comme Norman Mailer disait, on lui disait pourquoi vous êtes assis au bureau si longtemps à rien faire. Il dit c'est au cas où l'inspiration passe, je serai prêt. Et donc, voilà, et un jour, voilà, et puis il s'est trouvé que ce départ de feu a plu à mon éditrice. Elle m'a demandé de lui en montrer plusieurs. Je lui en ai montré un certain nombre, et puis elle a vraiment croché, comme on dit en Suisse, donc accroché à Hildegard Müller, qui est un personnage de fiction. Oui, bien sûr. Donc, on est dans le roman, ce qui est d'ailleurs peut-être une des manières les plus sûres et les plus profondes d'aller explorer l'histoire avec un grand H, c'est de raconter une histoire que l'on invente sur un personnage qui est plausible, ce qui est exactement votre démarche en nous faisant écouter la voix de Hildegard Müller. Alors, je dis écouter la voix parce que vous avez choisi de faire d'elle de ce personnage, une femme de 76 ans, qui est une enfant née dans le Lebensborn, dans un Lebensborn en Norvège, et vous décidez de lui faire raconter son histoire à un scribe, justement. Vous évoquiez le mot scribe pour vous désigner, à un scribe dont elle devient ils deviennent une sorte de couple de confidents et finissent par s'encourager mutuellement. Alors, dites-nous en quelques mots le destin d'Hildegard Müller, qui est en réalité le destin de tous ces enfants dont vous évoquiez l'image sur des bateaux qui... Alors, la particularité du destin d'Hildegard Müller, c'est qu'elle n'en a point. Et la race des orphelins, j'ai envie de dire encore plus que les contes des fées que vous avez eu l'heure de lire, euh, c'est un livre sur l'absence. Et l'absence, une absence tellement programmée, la marque de fabrique de ces enfants, vous parliez de la folie hitlérienne, on va aller plus large, la folie totalitaire, en règle générale, c'est de pouvoir imaginer et mettre en œuvre de tels destins. Sauf que là, le destin, il est à la racine. Son destin, il a commencé avant même qu'elle soit née, et il était marqué par l'absence, puisqu'au bout de 6 semaines, la femme devait déguerpir. Quant au père, il était renvoyé sur le front de l'Est, généralement, dont on ne revient pas. Et, et d'ailleurs, ce titre, La race des orphelins, je vais dire en toute confidentialité, mais non pas puisqu'on est enregistré et que c'est voué à être publicisé, c'était le journal de Hildegard Müller, mon premier titre, parce qu'il y avait pour moi vraiment un, une résonance avec le journal d'Anne Frank que j'osais pas trop et puis que j'ai finalement osé. Et puis quand ce mot, la race des orphelins, tout d'un coup un jour j'ai écrit la seule race que les nazis aient créée, c'est la race des orphelins. C'est d'autant plus imposé puisqu'on parlait de système totalitaire que ce que créent les systèmes totalitaires, ce sont tant chez les bourreaux que chez les victimes des personnes orphelins, orphelines de leur propre humanité. Et donc, c'est ça, la race des orphelins. C'est vraiment, euh, voilà. Vous évoquiez le journal d'Anne Frank, que vous évoquez d'ailleurs dans le livre, puisque une des réflexions du personnage Hildegard Müller est de se dire, dans le fond, il y a des similitudes entre ce que je suis en train de faire comme exercice mémoriel de confier à un scribe mon journal, en quelque sorte, mon histoire, et le journal d'Anne Frank,
d'autant plus que Anne Frank a écrit son journal 2 ans, pardon, l'invention l'idée, l'initiative des Lebensborn est née en 1936, qui est l'époque où, si je me souviens bien dans le récit, où Anne Frank sa famille, arrive, émigre d'Allemagne, absolument. et donc, il y a des coïncidences, mais pas seulement. Il y a aussi cette coïncidence, parce que vous avez des formules qui sont elles aussi fulgurantes, quand vous indiquez notamment que le programme Lebensborn, c'est en quelque sorte la solution finale, c'est le deuxième étage de la solution finale. Oui, oui, l'extermination d'une part, et puis la création purement artificielle d'une race. ce ballet mort-vie, cette chorégraphie mort-vie dont je parle souvent, et surtout le lien entre les deux journaux, c'est qu'il était temps. Alors c'est pour ça que je m'inscris, je vous remercie. En tant qu'écrivain, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Je ne suis pas historien. C'est-à-dire que le rôle pour moi, je dirais presque dans ce livre, non seulement la forme est consubstantielle au fond, mais elle tend à le dépasser. C'est-à-dire que quand on se retrouve, c'est le deuxième livre où j'aborde l'indicible, donc une espèce de difficulté à, à nommer, même, enfin, à même tenter d'accéder à cette mémoire inaccessible, précisément, qui est propre aux enfants à qui il est arrivé un trauma dans un jeune âge, et en même temps, et cette femme à 76 ans, avant c'était un petit garçon qui avait 65 ans dans les contes des fées, donc ce sont des enfants maintenant un peu âgés, mais encore jeunes, et dont il faut aider à la reconstitution d'un crime qui les aura laissés vivants, ce qui est presque la pire des choses qui puisse arriver, parce que après il faut se coltiner avec ces réflexes conditionnés qu'on a en soi, nés de la petite enfance et dont on ne comprend pas et qui ont une espèce de chronicité, donc qui fait qu'on ne s'en sort pas. Vous faites dire à Hildegard Müller à un moment donné, c'est à nouveau une formule qui claque, qu'elle est finalement elle est coupable d'être innocente. Et c'est quelque chose qui est un cercle qui enferme cette personne dans l'incapacité d'avoir une identité et de trouver une certaine forme de dignité dans la vie. Absolument, et d'où l'importance de ce dont on parlait avant, c'est-à-dire que finalement le scribe, comprenant que de parents il n'en trouverait point, puisqu'il n'y en avait pas et que les Allemands ont cette espèce de, j'allais dire pathologie, mais enfin de capacité à tout archiver et avec la même obstination à tout faire disparaître. Donc il n'y avait vraiment plus rien, c'est intéressant que vous m'interrogiez, sauf à Végimont, il y avait quelques états civils dans le Lebensborn belge, mais à partir du moment où le scribe a compris qu'il ne pouvait pas aider cette femme à retrouver ses parents, ben il s'est dit à quoi puis-je lui être utile, puisqu'elle m'a sollicité? Eh bien, peut-être, par le biais de la littérature, à lui permettre ce qui était la plus grande menace pour tous les régimes totalitaires, c'est-à-dire à penser par elle-même. Parce que finalement, les Allemands, dans leur immense majorité, ont abdiqué leur pensée devant le charisme d'Hitler, les savoirs des conditions économiques, historiques. Et là, sa vengeance, en quelques mots, ou sa résilience, encore que, puisqu'elle n'a jamais été debout, cette pauvre femme, elle a vécu au mieux assise, en tout cas invisible, en tout cas ignorée, en tout cas voilà. Et tout à coup, il y avait ces paris un peu fous de lui faire comprendre Hannah Arendt, Kafka, des auteurs a priori pas évidents pour quelqu'un de quasi analphabète. On peut s'apercevoir souvent que les gens dont on a le moins gaver le cerveau de commentaires autorisés peuvent accéder aux plus grandes œuvres dans cette espèce d'innocence qui leur est propre.
Dans le roman, effectivement, vous racontez aussi à travers la voix de Hildegarde la relation qui s'établit avec son scribe. Et elle dit à un moment donné, et c'est une invention romanesque particulièrement pertinente parce que cela montre que c'est aussi un livre sur le livre et sur la littérature. Mm. Elle raconte à un moment donné que le scribe vient, mais avec une valise de livres qu'il a préparé ce scribe parce qu'il sent qu'il en aura besoin pour faire cet exercice Oui. à l'égard de quelqu'un qui est analphabète. On n'a pas évoqué, et vous dites en tant que romancier dans le récit, que vous faites dire à Hildegarde qu'elle ne va pas raconter sa vie, mais le peu qu'on en devine est tel que on sait qu'elle n'a jamais eu accès au livre qu'elle découvre à travers son script qui devient une espèce de coach, si j'ose employer un terme moderne, pour qu'elle continue sa démarche. Alors, c'est Alors, ça aussi le travail auquel vous êtes livré, oui, d'écrivain. oui, oui, oui. Alors, ce qui est très intéressant, Jean, c'est que vous me faites, c'est absolument fabuleux. Chaque interview, chaque relation avec un lecteur m'apprend, vous le savez, des choses sur mon livre. Et là, je viens de réaliser, parce que je me suis dit, bon, celui-là, avant, on m'a dit, mais ça vous est arrivé, les contes des fées, etc. Les gens aiment toujours ramener l'auteur comme si, bon. Et or, comme disait Mauriac, c'est un roman, c'est-à-dire que tout est inventé, on parle que de soi. Et, euh, et là, en l'occurrence, je me suis dit, bon, là, une petite blonde aux yeux bleus née en 1942, c'est pas moi. Et là, vous me faites remarquer deux choses. Euh, c'est que euh, un lecteur m'avait écrit un jour et il m'avait dit, votre livre est un médicament, à propos des contes des fées. Alors, est-ce que je suis venu en scribe, surtout dans ce contexte covidien, etc., en scribe moitié infirmier avec ma valise de médicaments de Livracaman. D'ailleurs, c'est amusant que Filigrane, qui m'avait demandé de faire une vidéo pendant le Covid, et j'ai vu que c'était une librairie de garde, j'avais dit, voilà, ce sont des Livracaman, ça m'était venu comme ça. Et la deuxième chose, ça m'a rappelé ce qui est intéressant. Donc finalement, on est plus qu'on ne le pense dans les livres qu'on écrit. J'allais dans le centre de la France. Et puis un journaliste m'a interrogé quand je suis arrivé et il m'a dit, qu'est-ce que vous avez dans votre valise? Enfin, vraiment, okay. En fait, il y avait que des livres. Il y avait un t-shirt et pour dormir, il y avait des livres. Et, en fait, voilà, donc peut-être que, oui, effectivement, c'est, 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 je suis venu avec ce médicament-là et qui me semblait être le seul digne d'intérêt à une époque, je ne veux pas jouer mon vieux conservateur, où on s'empresse de faire disparaître les humanités sous prétexte qu'elles n'ont pas une efficience immédiate, mais peut-être qu'elles en ont une beaucoup plus profonde. Mais sur la fonction de la littérature et sur la fonction du livre en tant que tel, j'ai l'impression que vous allez plus loin parce que c'est vrai que Hildegarde Müller se livre à une sorte presque d'auto-analyse à travers cette recherche qu'elle effectue pour aller dans les ténèbres de ce qu'a été son enfance et de tout ce qu'on devine de sa vie, qui finalement a été une vie où on l'a traitée toujours comme si elle était justement coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis, qui est celui d'être née dans quasiment. Vous évoquiez le château de Wégimont en Belgique qui a été un des Lebensborn que les villageois appelaient un bordel biologique. Et c'est vraiment de cette origine-là qu'est né votre personnage, Hildegard Müller, et qui par ailleurs en a vécu tout le temps, pendant toute sa vie, la honte, jusqu'à ce qu'ici, elle essaye finalement de sortir aussi de la honte en racontant, et là je voudrais revenir ou en arriver à la manière dont vous écrivez, en écrivant ce que le scribe qualifie de fiction en pointillé. Et vous avez utilisé pour ce roman des chapitres très courts, une page, une demi-page, qui s'accumulent l'un à l'autre et construisent finalement, tissent l'ensemble du tableau comme une succession de sanglots presque de ce personnage. C'est joli, de sanglots et peut-être de sourires, puisque alors sur la forme elle-même, c'est vrai que, parce que je suis pas du tout un écrivain conceptuel, c'est-à-dire que je ne pars pas parce que je trouve qu'il y a une pause à s'imposer une forme avant même que d'écrire quoi que ce soit.
il n'en reste pas moins dans cette espèce de cahier des charges que j'avais, puisque je parle quand même, c'est pas, il faut voir quelque chose, genre, c'est que c'est une fiction dont chaque élément est vérifié historiquement. Donc il y a une assise historique absolument colossale. J'ai lu un nombre de livres importants et ce qu'on ne sait pas, c'est je suis en train d'essayer de savoir ce que j'en fais, s'ils vont allumer le feu ou si je les mets quelque part, mais où. Il y a 25 classeurs épais comme ça, avec tous des articles que j'avais sur Internet et que je n'ai pas pu mettre en biographie, mais qui sont vraiment importants. Et donc, pour moi, parce que là, on parle de gens qui sont, pour leur grande majorité, encore en vie. Donc, il était hors de question de faire quelque chose de sensationnel, de quoi que ce soit. Donc, il y avait ce respect historique très fort. Mais il y avait aussi le fait que beaucoup d'entre eux sont, sinon analphabètes, en tout cas, comme ils ont été privés du moindre écolage et se débrouillent très difficilement. Donc, il fallait que ça reste accessible. Donc, je m'adressais vraiment à Hildegard Müller. Hildegard Müller ne peut pas lire 3 pages littéraires à la suite, elle va décrocher. Et il fallait que ce soit ce que j'ai essayé, enfin, ou ce qu'on m'a dit que je faisais, c'est compliqué toujours de juger son propre style, mais c'est vrai que j'y attache une certaine... le fait que ça soit littéraire et compréhensible à la fois, c'est-à-dire que ça n'exclut personne. Donc, c'est un équilibre assez délicat. De toute façon, de Je livre. dirais aussi qu'il faut que ça soit plausible, pardon de vous couper, il faut que ça Oui, soit aussi plausible que ne bien sûr. l'est le personnage de fiction que vous avez inventé. Et comme vous dites très justement, il est fondé sur une réalité documentaire et historique. Voilà. Ce qui fait aussi la force du roman, c'est que vous évoquiez vos références sur Internet. Dès que je suis arrivé à la page concernant le château d'Ouégimont, j'ai été sur Internet et j'ai commencé à aller investiguer sur ces images que vous évoquez. Et Oui, je pense à un des chapitres les plus bouleversants, qui est la découverte d'un des Lebensborn par les GIs américains, qui se oui. retrouvent devant une sorte de préau d'école avec des dizaines de 300, nourrissons et de nouveau-nés qui sont abandonnés. oui, 300, plus de 300. Une espèce de version encore plus enfantine de la découverte qui avait choqué le monde des orphelinats roumains, alors sans aller aussi loin. Absolument. Mais et là, pour le coup, la race supérieure, enfin, c'est se dire, parce que dans cette race supérieure, il n'y a que des critères physiques. Et on s'en rend compte puisque les SS, les dirigeants du Lebensborn, les infirmières, dans leur grande majorité, ont quitté, quand la défaite s'annonçait, quand les Américains ont quitté, en emmenant tous les biens de valeur qui étaient des biens juifs spoliés. Donc là, ça montre encore cette relation, si j'ose dire, entre Anne Frank et Hildegard Müller, comme si elle devait être indissociable, et la nourriture. C'est-à-dire, comment fait-on ça en laissant donc ces enfants, voilà. Et après, à nouveau, il faut pas tomber dans le... faut pas faire pleurer dans les chaumières, faut pas tomber dans le misérabilisme, faut essayer de comprendre. Et c'est pour ça que l'étape d'après m'a fasciné. Après les GIs, enfin, on les donne à des religieuses, l'UNRWA prend la relève. Et là, on est dans cette petite Babel de tous les enfants, puisque c'était donc un projet de l'UNRWA, ce qui s'appelle Displaced like Children, donc les enfants déplacés, et où se retrouvent pêle-mêle les enfants juifs rescapés et les enfants nazis, entre guillemets, les bébés nazis, si on peut dire ça, puisque un bébé ne peut pas être nazi par définition, même s'il a été adoubé selon le rite de la donation du nom, et se créent entre eux des relations bouleversantes. Les enfants juifs ayant perdu toute leur famille dans leur intégralité, retrouvant un certain réconfort à devenir eux-mêmes des très jeunes parents, à 12 ans, 14 ans, au moyen de ceux qui étaient censés les exterminer s'ils avaient été plus âgés, et qui est peut-être la plus belle réponse au totalitarisme, à Hitler, à tout ça, qui est que l'amour reprend le dessus. Enfin voilà, je veux pas faire trop de violon, mais voilà.
Il n'y a pas lieu de faire des violons, d'autant plus que dans votre livre, on est aussi sidéré, en tout cas ceux qui ne connaissaient pas historiquement ce qu'étaient les Lebensborn, on est aussi sidéré de voir qu'il y a eu à la fin, après la libération, il y a eu des procès, comme le procès de Nuremberg pour les dignitaires nazis, il y a eu des procès pour les responsables de ces Lebensborn, De et Nuremberg. que la résolution suivant les informations objectives que vous donnez, et que nombreux ont été ceux qui ont été tout simplement acquittés et qui sont morts dans leur lit à un âge avancé, sans jamais être le moins du monde préoccupés judiciairement. Oui, et là, ça touche l'essence du drame de ces enfants Lebensborn. C'est-à-dire que de quoi se plaint-on? Et de quoi se plaint-on alors qu'on est soi-même allemand, nazi, enfin, tout ça. Et donc, euh, l'essence de ce qu'il est défini comme victime devient un acte d'accusation. Et comme je l'ai écrit dans le livre, l'acquittement des dirigeants euh, empêche, comme une espèce de prescription éternelle, la possibilité pour eux d'être reconnus comme victimes. Puisque si leurs bourreaux sont innocentés, on ne peut pas les considérer comme des victimes. Donc voilà, il y a tout je dirais, oui, c'est historique, judiciaire, et finalement, ça n'est rien d'autre que la vie d'un être humain. Comme notre Est-ce que vie. Est-ce que dans le fait que ces jugements aient abouti, ces procès aient abouti à des acquittements, est-ce qu'il n'y a pas aussi une manifestation d'un autre phénomène qui traverse l'ensemble du récit et l'ensemble de la vie d'Hildegard, qui est la honte? Non seulement Oui. la honte pour celle qui est cet enfant né dans un Lebensbaum, mais également, d'une certaine manière, la honte pour l'humanité de se dire que d'autres humains ont pu concevoir un système comme celui-là. Alors, comment juger les coupables, les responsables de ces Lebensborn sans se juger soi-même? Oui, oui, absolument. Je n'ai presque rien à rajouter à ce que vous dites, puisque votre question est une réponse. Alors, si vous voulez bien, on arrive au terme de cet entretien. On pourrait le prolonger longtemps, mais je pense que le mieux, c'est d'inviter ceux et celles qui nous écoutent à se plonger immédiatement dans le livre pour vraiment en explorer toutes les dimensions. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur un dernier aspect qui est d'ordre littéraire, qui n'est non plus de l'ordre de ce qui est raconté. Comme je vous l'avais dit, j'ai le sentiment que c'est un livre sur le livre sur la littérature, mais c'est également un livre sur la langue. Et d'emblée, il y a cette approche très particulière entre Hildegard et son scribe, Hildegard se réjouissant de ce que son scribe soit suisse francophone, suisse romand, parce qu'il dit il va utiliser pour retranscrire mon allemand, il va utiliser une langue qui est un français neutre, parce que, dit-elle, la langue allemande, elle aussi, a été souillée par les nazis. Alors là, c'est une démarche venant d'un écrivain suisse je trouve, est très, très fine et très subtile sur comment utiliser une langue pour l'intégrer dans l'histoire d'un roman. Oui, oui. Et c'est parce que ce problème de la langue était fondamental. Vous avez sûrement lu Victor Klemperer, LTI, la langue du Troisième Reich, Victor Klemperer était un grand linguiste. C'est un livre très fort et c'est de la même façon que le scribe, enfin, disons que le fait qu'il n'utilise pas la même langue, alors qu'elle en est déçue au début. Au début, elle dit, ah, mais je pensais que tous les Suisses étaient allemands, parlaient allemand. Et tout à coup, cette phase de traduction, c'est le fait que lui tâtonne en allemand, permet ces silences, permet cette distance, permet à Hildegarde d'ingérer ce que lui a prémâché et pour lui en donner la béquée d'une certaine façon, et créer cette relation délicate dans ce couple qui est de finalement, euh, grâce à on parlait de Babel, mais à nouveau, grâce à l'incompréhension immédiate,
d'avoir recours à d'autres vecteurs de compréhension, qui peuvent être le regard, le silence, et tout ça transparaît ou pas dans le livre, mais cette neutralité du français, il y a, vous le savez, en tant que Belge, il y a une certaine, parfois, je ne vais pas aller jusqu'au mépris, mais une supériorité des Français par rapport aux autres peuples francophones, un trait qu'on leur reproche souvent qui semble avoir une certaine rémanence, qui est une certaine arrogance, et, et ce trait qui est souvent critiqué chez les Suisses, d'une réelle bienveillance, comme étant emmerdante, jugée emmerdante par les Français, euh, ben cette bienveillance, tout à coup, peut être accueillie, j'ai envie de dire, dans toute sa dimension bénéfique, parce que comme elle le dit dans la première page, euh, j'ai besoin d'une main qui écoute, qui pose les bonnes questions. Il pose les bonnes questions, pour l'instant, il n'en pose pas. Enfin, quelque chose comme ça. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, qui n'a pas à être formalisé, mais dont, justement, et voilà, cette trouvaille du français neutre, qui serait un français sans jugement. Parce C'est vrai que qu'elle en a marre d'être le mot jugée, français cette femme. neutre pourrait devenir français bienveillant, qui est le français Oui, et, suisse, mais aussi belge, je pense, effectivement. oui, et sans jugement. Mm, Parce que cette femme en a marre d'être jugée. Et tout d'un coup, elle a quelqu'un qui va dire, bon ben voilà, on va pas réutiliser votre langue parce que votre langue a été torturée, parce que je veux dire, ce qui s'est passé pendant, c'est vraiment, là, il y a presque une étude en soi de la façon dont tout ce qu'ont fait les Allemands était basé sur des rhétoriques, sur des mensonges. Enfin, dans tous je ne vais pas les citer, mais euh, parfois les Juifs se retrouvaient dans la chambre à gaz et comprenaient au moment où le gaz sortait qu'on leur avait menti. C'est-à-dire, c'était quand même très, très bien huilé tout ça. Et donc, tout, je veux dire, fontaine de vie, pour parler d'un endroit où. Enfin, tout, et toute cette rhétorique, justement. Et donc, donc, on va pas avoir recours à cette langue. On va avoir un recours comme ça, une langue tierce. Oui, voilà. Enfin, c'était. Et ça permettait d'écrire avec une certaine innocence. mm, mm. Oui, tout à fait. Et en plus, vous le disiez très justement, sans une langue qui ne juge pas, un peu ce qui est la fonction du roman aussi, qui est Oui, de ne pas juger, mais peut-être oui, d'exposer simplement pour toucher à la oui. sensibilité du lecteur qui... Absolument. Et qu'en utilisant, là, je viens de comprendre ça, peut-être que l'innocence que j'ai voulu faire transparaître dans la langue avec laquelle j'écrivais est là pour, sans jamais le dire, enfin, dévoiler son innocence à elle, finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Oscar Lalo, nous allons arrêter ici cet entretien. Comme je le disais, je recommande vraiment à ceux qui nous écoutent de lire ce livre, de s'en imprégner. C'est un livre aussi qui ouvre sur... Et c'est pour ça que c'est un grand livre. C'est parce que c'est un livre qui, une fois qu'on l'a refermé, ne nous laisse pas indifférents à tout ce qu'il a pu évoquer, que ce soit en nous invitant à aller dans les bibliographies que vous publiez. Il y a 5 pages de bibliographie à la fin du livre, que ce soit en allant chercher sur des moteurs de recherche des indications complémentaires, mais aussi sur d'autres thématiques auxquelles on pense en repensant au livre. Par exemple, maintenant, je viens de songer que j'aurais aussi voulu vous interroger sur le fait que c'est aussi un très, très beau livre sur l'analphabétisme et le mariage entre Hildegarde et son mari Olaf, pour lequel elle a dû faire attention à ce que ce ne soit pas un mariage consanguin, puisqu'il fallait qu'il vienne d'un autre Lebensborn que celui où Hildegarde est née. Il y a toute une série de pistes que l'on peut parcourir à partir de ce roman et qui toutes nous permettent aussi d'aiguiser nos consciences et d'apprendre de l'histoire avec un grand H, ce que les petites histoires ou les histoires sans H majuscule nous permettent de découvrir et de vivre parce que vous l'écrivez avec des mots qui viennent du cœur, du style, de l'émotion, de l'empathie. Et pour cela, tous vos lecteurs vous sont, une fois qu'ils ont terminé le livre, infiniment reconnaissants. Merci, Oscar Lalo. Merci.